Je suis pas un voyou ou je sais pas comment on a pu me qualifier encore de petite frappe. Non, c'est pas tout à fait le cas. Tout l'été, vous avez vécu avec l'affaire Benalla, avec ses écarts de conduite résumés en quelques secondes dans une vidéo. Ce soir, on va décortiquer cette affaire. On va aussi essayer de comprendre le parcours de ce jeune homme de 27 ans qui a quand même réussi à convaincre à peu près tous les interlocuteurs qu'il a été amené à rencontrer dans sa jeune carrière. Et puis, on tentera de comprendre pourquoi il a basculé ici même, place de la Contrescarpe. On verra que cet abus d'autorité existe aussi dans le monde de l'entreprise. On a enquêté dans le monde de l'emploi et on entendra des patrons repentis qui regrettent l'attitude qu'ils ont pu avoir vis-à-vis d'un certain nombre de leurs employés. On parlera aussi des fêlures lorsque l'on arrive au sommet. Jean-Vincent Placé, ancien ministre, n'imaginait sans doute pas un jour qu'il serait condamné précisément pour ses faiblesses. Mais on commence donc par le parcours d'un ambitieux, Alexandre Benalla, l'homme qui rêvait un jour de servir un président. C'est une enquête de Julien Daguerre, Louis Milano-Dupont, Claire-Marie Denis et Karim Annette. Paris, le 1er mai, c'est la fête du travail et les policiers n'en manquent pas. D'un côté, les Black Blocs de l'ultra-gauche, de l'autre, un déploiement impressionnant de CRS. Brassard orange, talkie-walkie en main, Alexandre Benalla est officiellement invité par la préfecture de police en qualité d'observateur. Un fast-food qui vole en éclats. Une concession automobile qui part en fumée. Très vite, la situation dégénère. Près de 300 présumés casseurs sont arrêtés. Au jardin des plantes, capuche blanche sur la tête, Benalla le civil se transforme en CRS. On le voit ici participer à l'interpellation d'un jeune homme. La manif se disperse dans la confusion. 1 heure plus tard, c'est place de la Contrescarpe que le destin du chargé de mission de l'Élysée va basculer. Je pense que ce garçon avait un fantasme récurrent, c'est celui de devenir policier ou gendarme, tout simplement. Alexandre Benalla, l'homme que l'autorité fascine, mais qui se serait brûlé les ailes, grisé par le pouvoir. Quand on entre à l'Élysée, au cabinet du président de la République et qu'on a 25 ans, je vois pas comment on peut pas être touché par une forme d'ivresse, je vois pas comment on peut garder totalement les pieds sur terre. Dévoué, travailleur, il a gagné la confiance du président. Benalla, ou la trajectoire d'un gamin pressé à l'ascension fulgurante. C'est quelqu'un qui sait exactement comment réseauter, comment s'approcher des bonnes personnes, comment tirer profit de ces bonnes personnes et comment progresser dans la hiérarchie. À cet égard, il fait d'ailleurs un peu penser à Emmanuel Macron sur le plan politique. Inconnu il y a 2 mois, il est à l'origine du premier gros couac de la Macronie. Qui se cache derrière cet ambitieux, monté très haut, très vite. Ce provocateur un brin arrogant, qui n'hésite pas à traiter les sénateurs de petits marquis quand ils souhaitent l'auditionner. Il vous inspire quoi ce personnage? Rien. Alors, pour essayer d'en savoir plus, nous sommes retournés là, où tout a commencé. Ce fameux 1er mai, Michel Naguib Sidom est à la fenêtre de son appartement, qui donne directement sur la place. Ce photographe professionnel va multiplier les clichés. 140 au total. Un homme va attirer son attention. Quand je le vois, il est pour moi comme un... Il a une tenue qui est entre celle d'un policier en civil et puis le casque d'un... qui a l'écusson de la préfecture de police. Je le prends pour un des chefs, on va dire. On a l'impression que c'est vraiment que les CRS, à ce moment-là, suivent ses instructions, quoi. Aux alentours de 19 h, un petit millier de manifestants s'est rassemblé pour un apéritif militant. Ça va déraper à partir de la première charge de CRS que vous voyez ici. À cette charge, réplique alors jet de canettes, bouteilles en verre et projectiles en tout genre. Depuis sa fenêtre, le photographe voit parfaitement Alexandre Benalla, casqué, enjamber la barrière
et se dirigeait vers des manifestants. Sa cible, un jeune couple qui vient de lancer une bouteille et un cendrier sur les forces de l'ordre avant d'enchaîner avec un bras d'honneur. À quelques mètres de la scène, 2 étudiants ont tout filmé sur leur téléphone portable. Taha et Nicolas sont militants de la France Insoumise. Ils ont pris l'habitude de traquer les violences policières en manif. Et puis à partir de là, je filme la vidéo où on voit Benalla intervenir. Je vais reculer un peu le temps de respirer, parce que je suis complètement gazé, les yeux, la bouche, le nez. À ce moment-là, je décide de m'avancer pour filmer le visage de Benalla. À ce moment-là, je ne sais absolument pas qui il est, je ne me doute absolument pas qu'il est collaborateur du président. Et je m'approche, je filme, et je dis « Regardez bien sa tête ». Regardez bien sa tête! Regardez bien sa tête, tu l'as tabassé par terre! Se sachant filmer, Alexandre Benalla s'éloigne. Il faudra attendre 2 mois et demi pour que cette affaire éclate au grand jour. Ariane Chemin est grand reporter au Monde. Je pense que j'ai dû la regarder 100 fois. Je faisais des arrêts images. C'est la journaliste qui a révélé l'identité d'Alexandre Benalla, poursuivi de pub pour usurpation de fonction et violence, même si lui dit n'avoir fait que son devoir de citoyen face à des délinquants. Il aime ça, il aime jouer au cow-boy, et je trouve que là, on le voit quand même très bien. On le voit très bien quand il escalade la barrière pour venir. Est-ce qu'on a besoin de lui? Non, mais les policiers qui sont là, comme ils ne savent pas qui il est, ils le laissent venir, mais on n'a pas besoin de lui pour immobiliser ce jeune homme. Donc il s'acharne quand même, donc il aime ça, il aime la baston. Depuis l'explosion de l'affaire, nous pensions avoir beaucoup de difficultés à entrer en contact avec le présumé bad boy de l'Élysée. Nous l'imaginions sur ses gardes, coupé du monde. Eh bien, pas du tout. Allô, Alexandre Benalla? Je vous dérange pas trop? Je suis en famille, mais je vous écoute rapidement. Il répond au téléphone. Il est dans l'ouest parisien avec les siens. J'essaie juste de m'occuper de ma femme, de mon fils qui a 3 mois, voilà, et de reprendre une vie sereinement. Voilà un peu l'état d'esprit dans lequel je suis aujourd'hui. Détendu, courtois, aux antipodes du bagarreur du 1er mai. Sans trop y croire, nous lui proposons une rencontre qu'il accepte illico dès le lendemain. Sur les Champs-Élysées, le Fouquet's, le restaurant symbole du pouvoir, depuis que Nicolas Sarkozy y a fêté sa victoire en 2007. C'est ici que Monsieur Alexandre reçoit désormais les journalistes. Pendant 2 heures, il va nous raconter son parcours, mais refuse toute interview face caméra. Malgré tout, pour garder la main sur ce qu'on dit de lui, il va nous fournir de quoi raconter sa vie. Pas moins de 83 documents, des photos de son enfance, aux clichés avec des stars de la politique, ses diplômes, ses cartes de visite, jusqu'à sa fiche de paye à l'Élysée. Le jeune homme de 27 ans tient vraiment à ce que nous en fassions un très joli tableau. Son histoire, c'est d'abord l'histoire du petit Marouane, le premier prénom d'Alexandre. À sa naissance, ses parents, encore étudiants, vivent ici, à Évreux, au 4e étage de cet immeuble. Un petit appartement de 15 mètres carrés et une vue imprenable sur la maison d'arrêt. Nous sommes en plein cœur du quartier HLM de la Madeleine. Selon la presse, c'est là que Benalla aurait grandi. Comme tous les dimanches matins, c'est le marché à la Madeleine. Pour nous, l'occasion de parler avec les habitants. Younous, 36 ans, a toujours vécu ici.
Ça va bien? La famille Benalla, ni lui ni ses amis, ne l'ont jamais croisé. Vas-y, on se recapte. Moi je suis originaire de la Madeleine, je suis né à la Madeleine, c'est mon quartier, ça fait 47 ans que je suis là. J'ai jamais connu ce gars-là, j'ai jamais vu à la Madeleine. Les Benalla dans ce quartier, des fantômes. Jamais entendu parler de lui jusqu'à cette affaire-là. Jusqu'à la télé. Si vous voulez, c'est un lieu de rencontre de la Madeleine, entre guillemets. Donc à un moment donné, je pense que tu l'aurais vu, je l'aurais vu. Les Benalla ne sont en fait restés qu'1 an et demi à la Madeleine, car les parents du petit Marouane ont divorcé. D'origine marocaine, son père souhaitait rentrer au pays avec son fils. Selon Alexandre Benalla, il aurait alors tenté de l'enlever à 3 reprises. Sa mère le cache. À 4 ans, il devient français et change de prénom, comme l'atteste ce document officiel. Marouane s'appelle désormais Alexandre. Il s'installe alors avec sa mère sur les hauteurs de la ville. Saint-Michel, c'est un quartier, c'est le quartier huppé de résidentiel du quartier de la ville d'Évreux. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup d'immeubles, hein. Il y a surtout des maisons. C'est un quartier plutôt tranquille, plutôt sympathique. Rachid Mamri est un ami de la famille Benalla. Son fils était dans la même classe qu'Alexandre. Selon lui, un gamin comme les autres, mais silencieux sur ce père absent, qu'il n'a jamais vraiment connu. Vous savez, la non-présence d'un père, c'est quelque chose d'assez fort. C'est pas anodin, ça marque un enfant. Il y avait cette brique qui manquait, ce savoir qui manquait, et il avait besoin de le chercher ailleurs. Très tôt, l'adolescent trouve sa voie, protéger et servir. Alors en 3e, culotté, il écrit une lettre au ministre de l'Intérieur Nicolas Sarkozy pour un stage d'observation. Demande acceptée et premier contact avec le pouvoir. Ici en photo dans la cour de l'Élysée, le collégien passe 3 jours avec le prestigieux service de protection des hautes personnalités. Pour lui, c'est une révélation. Dans son rapport de stage, le garçon écrit qu'il veut devenir commissaire pour un jour intégrer le SPHP. La protection rapprochée est devenue une vocation, une obsession pour le jeune Benalla. Sa mère, prof de maths, craint que son fils en oublie ses études. Elle l'envoie donc en internat à 50 km d'Évreux, au lycée Fresnel. Un établissement réputé de la région où il décrochera un bac ES. Pendant 3 ans, ce couple de gardiens a fréquenté Alexandre. Filmé en caméra discrète, ils nous décrivent un garçon hors du commun. Les choses sur Alexandre Benalla positives, moi je peux vous en sortir un roman si vous voulez. Il est gentil, bien élevé, respectueux, jusqu'au petit personnel irrespecté. C'est-à-dire que c'est pas un gamin qui jetait un papier par terre, c'est pas un gamin qui mettait de la nourriture sur les tables, c'est pas ce genre de gamin. Voilà, ça c'est Alexandre Benalla. D'accord. Voilà. Parce que justement, on a entendu que c'était un gamin turbulent, bagarreur, etc. C'est pas du tout le souvenir que vous en avez, vous? Pas du tout, moi. D'accord. Non. Par contre, il ne supportait pas l'injustice, ça c'est un fait. Si j'avais eu un fils, j'aurais aimé qu'il ait la justesse et les codes d'Alexandre. C'est un gamin qui a un code d'honneur. Un code d'honneur et surtout une idée fixe. Le week-end, le lycéen propose ses services d'apprenti garde du corps. En 2007, au festival de Cabourg, derrière Marion Cotillard, un jeune bénévole de 16 ans à peine, Alexandre Benalla. Le gamin assure la sécurité des vedettes, il tutoie les étoiles. Il est un peu frêle, c'est pas un gros gaillard ou un gros bras, tel que il a davantage ce physique un peu plus tard parce qu'il le travaille, hein, en faisant des sports de combat, de la muscu, etc. Je trouve que cette transformation physique qu'il opère lui-même montre bien que c'est ça qu'il aime au fond. À 19 ans, le jeune homme s'est métamorphosé, 20 kilos de plus sur la balance. En parallèle de ses études de droit, Benalla intègre la réserve de la gendarmerie nationale, une sorte de préparation militaire. À la BA 105, sa fiche d'appréciation impose le respect. Major de promotion, très discipliné, à la tenue irréprochable. Très attiré par le milieu militaire,
il fait preuve d'une réelle motivation. Ambitieux, il donne le meilleur de lui-même et a obtenu d'excellents résultats. Le formateur d'Alexandre à l'époque, un certain Vincent Kras, 15 ans de plus que lui, présent à ses côtés, la fameuse journée du 1er mai. En attendant, le réserviste Benalla poursuit son chemin et rêve d'exercer dans le monde politique. L'éphémère militant socialiste tente sa chance rue de Solferino, au siège historique du PS. En 2010, il intègre la sécurité du parti. Celui qui l'embauche à l'époque, c'est cet homme à la carrure imposante. Son surnom, Jaurès. Il a été le patron du service d'ordre 20 ans durant. Retiré dans la région nantaise, l'homme n'a rien oublié des débuts d'Alexandre. Ça, ce sont des photos tout simplement. On a besoin dans les services d'ordre politiques aussi, de s'entraîner, ou apprendre à recevoir, donner des coups. Enfin, on n'est pas un groupe de hula-hoop, hein, donc on est bien obligé quelque part de se mettre en situation. C'était un garçon doué pour justement la sécurité? Très doué. Très doué. J'ai tout de suite vu, moi, dans les années 2010, lorsqu'il est venu me voir, qu'il avait ça dans les gènes. Alors, il rechignait à certaines choses. Il aimait bien être à côté de la lumière, à côté du VIP, on va dire. Pour bien le tester, je l'avais mis à contrôler des billets pour des repas. 3 minutes, le garçon. Je l'ai retrouvé aussitôt à côté du VIP. Donc, on se prenait la tête. Je lui disais, retourne là-bas, va prendre tes tickets. Alexandre est attiré par la lumière. Ça tombe bien. Grâce à Éric Plumer, il va être en contact avec tout le Gotha socialiste. Laurent Fabius, Ségolène Royal, Manuel Valls. Lors des primaires de 2011, Benalla est détaché à la protection de Martine Aubry. On le voit également aux côtés de François Hollande, juste avant son élection. Première expérience notable, et Alexandre est bon. Mais il manque parfois de sang-froid. Je l'ai vu aller sur certains événements, des gens qui venaient nous insulter, comme c'est courant, partir comme une flèche pour répondre, pour leur répondre verbalement. Mais ça a été 1 fois, 2 fois, 3 fois, mais c'est énervant. Donc il fallait que on va dire poliment, que je rouspète assez fortement. Parce qu'il avait aussi un côté bagarreur, du coup? Pas bagarreur, mais peut-être un manque de contrôle de ses réactions. J'ai entendu votre volonté de changement. En 2012, François Hollande est élu président. Et pour Alexandre Benalla aussi, le changement, c'est maintenant. Les socialistes à la tête de l'État, c'est l'occasion de monter en grade. Arnaud Montebourg, fraîchement installé à Bercy, le jeune ambitieux se rapproche de son cabinet. Il devient le chauffeur du nouveau ministre, au grand désespoir d'Éric Plumer. Qu'est-ce qui vous met en colère à ce moment-là? J'ai l'impression qu'il va y avoir un énorme gâchis. Alexandre Benalla, pour moi, n'était pas fini de former. Techniquement, il était très bon. En conduite, il était très bon. Mais psychologiquement, c'était pas ça. La formation, on va dire, psychologique en situation sur le terrain n'est pas finie. Donc ça peut amener à des erreurs. Des erreurs, le nouveau chauffeur du ministre va très vite en commettre. Par téléphone, nous avons parlé avec un ancien membre du cabinet Montebourg. Il ne sait pas qu'il est enregistré. À l'entendre, Benalla aurait dérapé dès sa prise de fonction. Un jour où il était de service, le mec prend la bagnole du ministre pour aller, parce que le ministre n'était pas là, je ne sais pas où il était, il prend la bagnole du ministre pour aller voir ses copains dans ses cités. Mais en fait, il oublie juste une chose, c'est qu'il y a des radars automatiques et que lui, il ralentit pas au radar automatique. Il fait partie du personnage. Au fil des semaines, le jeune chauffeur révèle aussi une étrange lubie. Il aurait tenté par tous les moyens de se procurer un permis de port d'armes, sans y être autorisé. Arnaud Montebourg, un officier de sécurité, et Alexandre Benalla, dès le début, avait été voir ce gars-là pour lui expliquer que, tu comprends, il faut que j'ai une arme, j'ai le droit à un port d'armes, machin et tout. Et il avait charmé cet officier de sécurité. Et Alexandre Benalla avait fait ça sous couvert de... c'est fait en accord avec le chef de cabinet, avec le ministre. Hein. Il l'adore, au-delà de l'adoration. D'ailleurs, je ne sais pas comment le qualifier, c'est pas de l'adoration, je n'ai pas le bon terme. Il veut avoir une arme à feu avec lui. Sur ces 2 épisodes, Benalla ne nous a pas répondu. Toujours selon le fonctionnaire,
Il y aurait aussi eu une tentative de délit de fuite après un banal accident de la route avec son ministre. Cette accusation est contestée par Benalla, mais 3 mois à peine après son arrivée, il est licencié. L'accrochage, bon bah merci, au revoir, quoi. C'est pour l'ensemble de l'œuvre, on va dire. C'est un môme qui a été lâché dans la nature à un moment donné, avec des pouvoirs qui l'ont dépassé. Viré par Montebourg, Benalla se reconvertit alors dans le privé, chez Velours International, une société de sécurité où il aurait conseillé le président. Mais l'appel de la politique est trop fort. 2 ans plus tard, il revient par la petite porte au ministère des Outre-mer. Il propose alors ses services bénévoles au délégué interministériel et ancien boxeur, Jean-Marc Mormec. Alexandre Benalla, il arrive là dans ce cabinet, dans ce ministère un peu fantôme, ce cabinet un peu fantôme, et tout de suite il s'impose auprès de Mormec. Bon, c'est assez bref, mais on voit à cette époque, pour ceux qui le côtoient au cabinet, ce dont il est capable. Il sait s'imposer dans un cabinet, prendre la place, tout le monde râle, mais personne n'ose rien dire. Il se fait faire d'ailleurs des cartes de visite qui ne correspondent pas exactement, c'est la première fois, mais ça se reproduira, à son job exact. Cette carte, la voici, et c'est Benalla lui-même qui nous l'a donnée. Il se présente comme chef de cabinet, alors qu'il n'apparaît dans aucun organigramme. Prêt à tout pour réussir, Benalla va avoir du flair. Alors que la Hollandie s'écroule, il offre son aide à un jeune loup, plein d'avenir. On n'a pas 600 millions. Octobre 2016, Emmanuel Macron se lance dans la présidentielle avec une équipe ultra restreinte. Il installe son quartier général dans le 15e arrondissement de Paris. Un immeuble, aujourd'hui détruit, où nous a donné rendez-vous Gilles Delacloze. Les étages de bureaux là, qui montaient jusque là-haut, il avait la chance au 6e étage d'avoir une grande terrasse. Bah là, c'était là qu'Emmanuel Macron préparait ses meetings là, dans le bâtiment qui était derrière. À l'époque, l'homme travaille pour le gérant de l'immeuble. Il a assisté à la naissance d'En Marche, côtoyé les fidèles de la première heure, dont faisait partie Alexandre Benalla. Au départ, il n'était pas dans les permanents salariés du mouvement, mais il était quand même dans les bénévoles qu'on voyait souvent. Vous gardez un souvenir précis de lui, de son importance dans le dispositif de campagne? Importance, je ne sais pas. Présence, oui, c'était quelqu'un qui était très présent et qui voulait s'impliquer, clairement. Un bénévole, au caractère bien trempé. Un soir, les vigiles du site lui refusent l'accès à l'ascenseur privé d'Emmanuel Macron. D'après l'employé, Benalla s'énerve, l'insulte et le menace. Il est très tendu, il est nerveux, il est véhément, il est dans l'excès. Excès verbal, excès d'affirmation. Lui, il est bénévole, à un moment, il ne va pas me parler n'importe comment non plus, quoi. J'ai 20 ans de plus. On se calme, on réajuste un peu les choses à leur niveau. Après avoir hésité à porter plainte, Delacloze va rapporter cet incident aux responsables d'En Marche. Et voici ce qu'il leur notifie par mail. Monsieur Alexandre Benalla, se réclamant de votre mouvement, m'a menacé publiquement et provoqué physiquement. J'ai le profond regret de devoir vous demander de ne plus autoriser Monsieur Benalla à se présenter au 99 101 rue de l'Abbé Groux. Sur ce point non plus, pas de réponse de Benalla. En tout cas, ça ne l'a pas empêché de s'imposer dans l'équipe de sécurité du candidat. Vincent Derosier est journaliste politique pour RTL. Je comprends toujours pas bien à quoi ça sert, mais c'est sympa. Il a suivi pas à pas la campagne d'Emmanuel Macron. Je l'ai au téléphone, elle veut pas. Elle, pour le coup, je pense que... Sur le terrain, ça peut être chaud. Ce sont des journées qui sont très très longues. Et Alexandre Benalla, ça, il le digère parfaitement. Il encaisse, il compte pas ses heures. Ça plaît au candidat Macron. On sait qu'il aime ça, voir les gens qui se dépensent autour de lui. On sait aujourd'hui que c'est un petit peu son fonctionnement et c'est comme ça qu'il s'entoure de proches. Ça a parfaitement marché avec Benalla. C'est quelqu'un qui avait des bonnes idées. Alexandre Benalla, au meeting de Bercy, on a découvert cette trappe qui aurait permis au candidat, en cas de tir, d'incident, de descendre sous la scène, d'être protégé, évacué tout de suite. C'était monsieur les bonnes idées, monsieur les bons tuyaux. Alexandre Benalla, il a eu cette idée que ça phosphore autour du président. C'est quelque chose qui plaît à Emmanuel Macron, on le sait aujourd'hui. C'est quelqu'un qui a fait son trou tout doucement dans une campagne où les gens vivent, faut le rappeler quand même, 24 heures sur 24 ensemble. Nommé responsable de la sécurité, le garde du corps constitue alors sa propre équipe.
Il embauche Vincent Kraz, son ancien formateur à la gendarmerie. Si t'as besoin, je vais en On est discute là-bas. Alexandre Benalla, les yeux et les oreilles d'Emmanuel Macron, son homme de confiance. Ça va? Vous êtes chaud? À chaque rassemblement, la foule est en surchauffe. Benalla joue les anges gardiens. Comme ici lors du célèbre meeting de la porte de Versailles. Ce que je veux, c'est que vous, partout, vous alliez le faire gagner, parce que c'est notre projet. Comme un clin d'œil, c'est à la Rotonde que nous ont donné rendez-vous ces deux fins limiers du journalisme. La relation qui unit Macron et Benalla, ils ont pu la creuser lors de 3 heures d'entretien avec le précieux bodyguard. Ce sont deux hommes, Benalla et Macron, à des niveaux différents évidemment, mais qui se sont vraiment trouvés. C'est-à-dire que ça a été une sorte de coup de foudre réciproque. Après, ce qui peut paraître plus mystérieux, évidemment, c'est qu'un homme justement appelé à devenir président de la République fasse à ce point confiance. Un gamin, j'allais dire, entre guillemets, de 25 ans, c'est pas si surprenant que ça. Je pense qu'il a vraiment eu un coup de foudre pour ce type, j'allais dire, sans faire de la psychologie de comptoir, qui s'est reconnu en Benalla, évidemment. On voit bien qu'il y a un côté de l'homme que personne n'a vu venir et qui s'affranchit de toutes les habitudes, les contraintes, les règles, et qui passe au-dessus de tout le monde et qui écrase tout. La description que je viens de faire, elle vaut pour Emmanuel Macron, mais elle vaut aussi pour Alexandre Benalla. C'est les mêmes, quelque part. C'est vraiment les mêmes. Après 8 mois de campagne, Emmanuel Macron est élu président de la République. Ce qu'on ne voit pas, c'est qu'il y a un homme qui marche légèrement en avant sur sa droite et qui guide les pas d'Emmanuel Macron jusqu'au pied de l'estrade où va monter le président fraîchement élu pour son premier discours de président. Cet homme, évidemment, c'est Alexandre Benalla. Alexandre Benalla, c'était l'homme de la campagne, et là, tout d'un coup, ça devient l'homme du président. Il comprend ce soir-là qu'il en est. Il va partir avec lui à l'Élysée, il le comprend ce soir-là. C'est la consécration pour Alexandre Benalla. À 25 ans, il entre à l'Élysée, nommé chef adjoint du cabinet. Salaire de 6 000 € net et passeport diplomatique. Déjà détenteur d'un badge full access à l'Assemblée, Benalla obtient aussi, après 3 demandes, son permis de port d'armes tant convoité. Il est même à 2 doigts d'habiter un logement de fonction quai Branly. Les attributs du pouvoir, de quoi prendre la grosse tête. Quand on entre à l'Élysée, au cabinet du président de la République, et qu'on a 25 ans, je vois pas comment on peut pas être touché par une forme d'ivresse, je vois pas comment on peut garder totalement les pieds sur terre. Ça me paraît logique et je pense que ça arriverait à chacun d'entre nous. Donc il y a eu effectivement chez Benalla un petit sentiment d'ivresse qui me semble compréhensible. L'homme du président se sentirait intouchable, tout puissant, au point d'agacer, et le mot est faible, certains policiers qui travaillaient à ses côtés. C'est pas lui le patron du GSPR, il est chef de cabinet adjoint, il est là pour donner les orientations, pour dire ce qu'entend le président de la République, ce qu'attend l'Élysée en matière de sécurité, mais il laisse faire les professionnels en matière. Il a démontré son manque de professionnalisme, prétendant vouloir être le calife à la place du calife de la sécurité, ce qui n'en a pas, à notre sens, les capacités. Yves Lefebvre a recueilli les confessions des policiers de l'Élysée. À en croire le syndicaliste, Alexandre Benalla faisait régner la terreur au sein du GSPR, et sans aucun mandat officiel. Il avait des méthodes, franchement, particulièrement vulgaires. Il n'hésitait pas à insulter les gens, il n'hésitait pas à employer des menaces verbales à l'encontre des collègues, de mes collègues de policiers au GSPR. Et quand lui se prévalait constamment, peut-être en lien direct avec Emmanuel Macron, imaginez-vous la peur qu'il faisait régner. Je pense que ce garçon était nos limites à un moment donné. Nos limites. Pour Benalla, des propos mensongers, ceux de policiers jaloux. Car le jeune protégé d'Emmanuel Macron aurait été chargé de réformer la sécurité du président. Alors, quel était son vrai rôle à l'Élysée? C'est la question que se pose la commission d'enquête du Sénat et beaucoup de journalistes. Les sénateurs cherchent à savoir quel était le rôle exact d'Alexandre Benalla. Est-ce qu'Alexandre Benalla avait des avantages supplémentaires par rapport aux autres chargés de mission? Hier matin, des dizaines de reporters envahissent le palais du Luxembourg pour écouter celui dont la France a parlé tout l'été. Après avoir refusé de témoigner, après avoir mouché les sénateurs, il a fini par répondre à leur convocation.
En costume, élégant, il ne s'arrête pas devant nos caméras. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir cédé à une forme d'ivresse du pouvoir à un moment donné, monsieur Benalla? Ses premiers mots, il les réserve aux parlementaires, et notamment à celui qui préside la commission, qualifié de petit marquis quelques jours plus tôt. Je sais que certains d'entre vous ont été vexés, ont été choqués par les propos qui ont été les miens. J'ai été bien élevé. Et j'ai un profond regret pour le propos que j'ai pu avoir à votre rencontre, monsieur le Président. De plates excuses pour démarrer, il est loin l'homme agité du 1er mai. Alexandre Benalla fait profil bas. Monsieur Benalla, je prends acte, bien sûr. Oui, c'est assez étonnant, effectivement, sa petite séquence introductrice avec un peu ses yeux de chien battu s'adressant directement vers le président. On sent que clairement, il a peut-être été briefé pour dire que les sénateurs ne prendraient pas très bien un manque de respect qu'il avait pu formuler dans les médias avant. J'ai l'impression de quelqu'un qui cherche à ne pas sortir du cadre pour ne pas non plus peut-être que ça retombe sur l'Élysée, parce qu'on sent qu'il y a toujours effectivement de sa part une fidélité assez importante à l'égard du président de la République. Pendant 2h30, Benalla répondra avec panache aux questions des 50 sénateurs. Sous serment, il dit n'avoir jamais été ni policier, ni garde du corps à l'Élysée. Il s'occupait de logistique et d'organisation. Une certitude, celui qui semblait indispensable au président a été licencié. Si l'enquête de Julien Daguerre vous fait réagir, n'hésitez pas à nous interpeller sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, à chaque fois le mot-clé. C'est d'enquête. Alors sachez que nous avons sollicité Alexandre Benalla pour qu'il vienne s'exprimer dans les fauteuils rouges. Ses avocats nous ont fait savoir qu'ils réservaient les réponses de l'intéressé aux enquêteurs pour la partie judiciaire et aux sénateurs. Vous l'avez peut-être entendu à l'occasion de cette commission d'enquête. Bonsoir Franck Louvrier, merci d'être là. Vous êtes un peu le monsieur communication sur la place de Paris. On ne vous présente plus, mais je vous présente quand même. Vous avez était patron de la communication du président Sarkozy, mais aussi durant la période électorale. Vous l'avez entendu, Alexandre Benalla, devant la commission d'enquête hier. Quel sentiment il vous a donné? Oui, je l'ai entendu hier matin. C'était un homme à la fois très concentré, très attentif, très préparé en fin de compte, comme lorsqu'il est intervenu chez vos confrères à la télévision. Vous avez le sentiment, vous avez reconnu qu'il y avait des éléments de langage qui avaient été comme ça distillés? On a le sentiment surtout que c'est un peu Dr Jekyll et Mr Hyde, parce que quand on voit ce qui s'est passé ici, et puis son intervention hier matin, il y a bien sûr un homme qui s'est transformé. Donc je pense que d'abord il a sans doute subi des attaques, faut prendre en compte aussi ça, ouais. C'est humain, hein, je veux dire, à un moment donné il ne faut pas non plus s'acharner uniquement sur un homme. C'est un système qui a dérapé, c'est pas uniquement un homme. Alors dans le reportage qu'on vient de voir, celui de Julien Daguerre, on explique clairement qu'Alexandre Benalla contrôle sa communication complètement. Il décide de ne pas s'exprimer, mais en même temps, il alimente les journalistes. Il a raison de faire ça? C'est comme ça qu'il faut faire aujourd'hui? Il faut bien se défendre. Vous savez, quand vous êtes dans un système pareil où vous êtes accusé de toutes parts et qu'on sort des PV, qu'on sort vos déclarations qui devraient être restées discrètes, si ce n'est secrètes, à partir de ce moment-là, vous êtes obligé de vous exprimer alors que normalement le droit ne vous amène pas à le faire. Il dit qu'il n'était pas son garde du corps, qu'il n'était pas le garde du corps du président, mais quand il décrit ses activités, on a le sentiment que son rôle est quand même assez mal défini. Vous en pensez quoi? On a le sentiment qu'il n'est pas là où il doit être. Il y a des services de sécurité qui sont là pour protéger le chef de l'État. Vous êtes sur le territoire de Paris, donc il y a la préfecture de police de Paris. L'Élysée, c'est une enceinte militaire, il y a plus de militaires que de civils. Donc dans cet environnement-là, tout est cadré. Vous avez une place très définie, la sienne ne l'était pas totalement. Alors justement, vous qui connaissez bien l'Élysée de l'intérieur, après tout, pourquoi le président n'aurait pas le droit de nommer quelqu'un en qui il a confiance, qui serait chargé de sa sécurité et qui serait un peu entre la police et les services, je dirais, officiels? C'est pas... Pour la simple et bonne raison, c'est que le président de la République n'a pas en charge sa sécurité. Ce sont d'autres personnes qui ont en charge sa sécurité. Oui, mais lui, c'est une question de confiance. Il a besoin d'avoir confiance. C'est pas lui qui s'en occupe. Il a la tête à plein d'autres choses, mais pas à ça. Il faut des gens justement qui s'occupent que de ça. À l'Élysée, ce sont des gens qui sont passés par la BAC, qui sont passés par parfois par le GIGN, parfois par le GIPN, par le RAID. Ce sont des gens qui sont très très bien formés et donc il faut leur faire confiance et vous mettez votre vie entre leurs mains et c'est pas votre travail de vous en occuper. On n'a pas le droit de sortir de la norme. Alors non, le président, il n'a pas le droit de nommer quelqu'un en qui il a confiance? C'est une question légitime. Non, c'est pas un luxe, la sécurité du président de la République. Quand on est capable de protéger le président de la République, on est capable de protéger les Français. Donc c'est quelque chose qui est primordial. Donc c'est pour ça qu'il y a une commission d'enquête, c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de questionnements.
de la part des autorités. Parce que quand il y a des imperfections, si ce n'est des dérapages comme ça s'est passé, il faut à tout prix savoir quelles en sont les causes et quels remèdes on doit apporter. Alors une question qui, j'en suis sûr, intéresse tout le monde. On a tous été frappés par la question du port d'armes. Alors lui, il l'a obtenu normalement, apparemment. Est-ce que c'est l'usage à l'Élysée? Tout le monde peut en faire la demande? Écoutez, non, je pense qu'au cabinet de Nicolas Sarkozy, à part les policiers, personne n'était armé. C'est sûr. Il y avait peut-être un ou deux chasseurs, mais ça c'était quand ils retournaient dans leur terre en province pour aller chasser. Mais sinon, non, on n'était pas armés bien évidemment. Et puis vous savez, il y a déjà assez d'hommes et de femmes armés au sein de l'Élysée, au sein du palais de l'Élysée. Donc vous n'en avez pas besoin. Alors, lorsqu'on on évoquait l'entourage de Nicolas Sarkozy à l'époque où donc vous étiez allé à l'Élysée, ainsi que ses proches, on décrivait un clan soudé. On appelait ça la firme, ça vous fait peut-être un peu sourire. On voit des similitudes avec le président Macron, au sens où, à l'époque, vous aviez fait campagne ensemble, vous étiez au ministère de l'Intérieur ensemble, puis ensuite, vous avez poursuivi la route ensemble à l'Élysée. C'est aussi un peu ce qu'a fait Emmanuel Macron avec Alexandre Benalla. Pourquoi on le lui reprocherait quand même? On ne lui reproche pas. La seule chose, c'est que le pouvoir, c'est deux étapes. C'est la conquête du pouvoir et l'exercice du pouvoir. La conquête du pouvoir, ce sont des moments où vous êtes en cercle très restreint. Vous n'avez pas les moyens de l'État, vous essayez de conquérir le pouvoir, c'est très difficile, parce que bien évidemment vous avez beaucoup de concurrents, et donc il faut être très concentré, très soudé, très lié. Et ces équipes-là, elles n'explosent pas lorsque vous arrivez à l'exercice du pouvoir. Elles doivent justement plutôt s'ouvrir à d'autres personnes, parce que vous ne pouvez pas gérer uniquement la conquête avec ceux qui ont été là, et vous êtes obligé après d'être dans l'exercice du pouvoir et gérer les affaires de l'État, et donc vous entourer, vous ouvrir à d'autres personnes. Alors, je vais vous faire écouter ce que le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, a dit de ce début de présidence. Il fait référence à ce dont on parle, c'est-à-dire le vertige du pouvoir. On l'écoute. Pour ma part, je pense qu'aujourd'hui, peut-être les uns et les autres, nous avons manqué d'humilité. Un peu d'humilité, oui, de la part du président de la République de tout et le monde, de tous les ministres. Oui. Un peu d'humilité, oui, et plus d'écoute des Français. Plus d'écoute des Français. Très vite, dans les palais de la République, on perd, je dirais, la capacité de lien avec la population et l'écoute. Alors ce sont des propos forts, hein, quand même, ce qu'on vient d'entendre. Vous aussi, vous avez ressenti cette déconnexion qui peut guetter à un moment donné? Bien sûr. Et quand j'étais à l'Élysée, j'ai même voulu être élu. Parce que je voulais me reconnecter à mon pays, me reconnecter bien sûr à ma province et me reconnecter à l'endroit où je suis né et où j'ai toujours vécu. J'avais besoin de ces nécessités d'avoir le retour comme on dit, du terrain, des gens qui vous disent attention, ça, ce que vous avez fait là, on ne comprend pas, ou ce qu'on a fait, c'est pas perceptible par les Français. Et ça, c'est très important. Je pense que, et c'est peut-être là où il y a un point critique sur l'organisation élyséenne, c'est qu'il n'y a pas d'élus autour du chef de l'État. Le chef de l'État n'était pas élu à la base. Il aurait dû s'entourer de beaucoup plus d'hommes et de femmes élus. C'était le cas pour François Hollande, qui était lui élu et a été élu très longtemps. Ça a été le cas bien sûr pour Nicolas Sarkozy. Mais c'est dommage, je pense que dans l'organisation élyséenne, il faut aussi qu'il y ait des gens qui reviennent en permanence revoir leur terre électorale pour comprendre ce qui se passe, pour avoir la perception pas uniquement parisienne. Donc vous lui conseillez de se reconnecter un petit peu plus avec la base, je pense que dans l'organisation élyséenne à venir, il faut sans doute faire rentrer des gens en qui il a confiance, mais qui ont cette connexion électorale, ces racines au plus profond de notre pays. Merci infiniment Franck Louvrier d'être venu nous voir. On a tous connu ce moment irritant où son chef se sent pousser des ailes, commence à vous agacer sérieusement. Vous l'avez peut-être vécu vous-même sur votre lieu de travail. Mais qu'est-ce qui le fait basculer dans la vexation, la violence, voire le harcèlement? Comment être efficace sans franchir la ligne jaune? Petit chef, c'est moi qui commande. C'est une enquête signée Rola Tarsissi, Johan Sade, Émilie Gouveia-Vermelot et Michel Pignard. Vous comprenez que quand on commence en retard le matin, il y a de grandes chances qu'en fin de journée, qu'il y ait un ou deux chantiers qu'on n'ait pas pu faire. Quand on prend un job, c'est pour arriver à l'heure, c'est pour faire correctement son travail. Recadrage des troupes ce matin, dans l'entreprise de Thierry Pétaman. Vous les avez tout le temps? Il n'est pas content et il veut que ça se sache. Les 20 minutes de retard, en termes d'image pour le client, c'est pas bon du tout. Oui. Et s'il y a bien un point sur lequel il ne transige pas, c'est la ponctualité. Ça tombe bien, on est en train de parler d'être à l'autre. Oui, mais quoi? Oui, c'est la question. Il y en a qui respectent, mais ça va. d'autres ne le font pas encore. Et je vous le dis, respectez.
C'est... À sa droite, Rachid, son chef d'équipe. Il a la lourde tâche de faire respecter les consignes du patron à la lettre. Voilà, Alex, il faut qu'il soit là le matin. Tu laisses pas les chiffons partout. Il faut bien organiser, bien efficace. Ok. Bonne fin d'après-midi. À plus. T'as oublié un chiffon là-bas. Ah oui, il faut. La mission de Rachid, veiller à ce que toutes les vitres de ce bâtiment de 3 étages soient impeccables avant la fin de la journée. Alors il est derrière chacun de ses gars. Ouais, Philippe, Théo, t'es au premier étage. Ils sont en train de fumer un clope. Faut pas qu'ils tapent la disquette trop longtemps. Tu vois, là, il y a des traces là. Ouais, donc après, là, ouais. on peut faire mieux. Ne vous fiez pas à son sourire, Rachid ne laisse jamais rien passer. Bah, il reste ça à faire. Il reste le matériel à nettoyer, il reste le matériel à ranger. Ça c'est sûr, elle est toujours derrière, on ne le voit pas. Comment ça? On ne le voit pas venir. Le jeune. Jusqu'à la moindre trace de scotch. T'as pas de grattoir? Un chef sévère, mais juste. Même ses troupes le reconnaissent. Il est facile à travailler, Rachid? Ouais, carré mais souple, ça va. Donc, ouais. Moi, si je tombe sur une société, les chefs sont agréables, ben je reste. Ils sont pas agréables, je fais mon temps, je m'en vais. Voilà, je passe chez quelqu'un d'autre. Fini. Comment être un bon dirigeant, se faire respecter et surtout se faire obéir? Nous avons tous eu affaire à des petits chefs aux méthodes discutables. Des spécialistes des coups de pression et des insultes, dénoncés jusque dans les pages faits divers de nos journaux. Vous aviez titré quoi Un patron de Salaï condamné pour harcèlement sur 12 de ses salariés. Et en fait, j'avais dressé toute la liste. Il y a des de connasses, à bon à rien, tu fais de la merde, salope, paysan, petit con, feignant, connard. Dans les usines textiles des années 60, les contremaîtres utilisaient le sifflet. Aujourd'hui, c'est fini, mais rien n'empêche nos patrons de vriller quand même, enivrés par le pouvoir. Un des problèmes avec le pouvoir, c'est la soif du pouvoir. C'est que c'est une soif intarissable pour beaucoup de personnes, et même s'ils ont plus de pouvoir, ils en veulent encore plus. Il arrivait et il jetait vraiment les dossiers, ça envoyait. Comment exercer son autorité sans en abuser? Le pouvoir ferait-il appel à nos plus bas instincts? Et donc ce jour-là, on s'engueule dans mon bureau il est en mezzanine, et j'ai un flash et je me dis, je vais me pousser dans le dos et je vais résoudre tous mes problèmes en une seule seconde. Du recadrage énergique au harcèlement moral, en un mail, la ligne rouge peut être franchie. Vous avez un poste, des tâches et un salaire, alors faites votre boulot. Elle m'a dit qu'elle prenait plaisir à humilier ses collaborateurs. Si on prend plaisir à être craint et à humilier, nous sommes en train de parler de perversité. Patron tyrannique, petit chef repenti, voyage dans la tête de ceux que le pouvoir a rendus fous. Ce trajet, Chantal l'a fait durant 2 ans, la boule au ventre et la gorge serrée. À un moment donné, me foutre en l'air en voiture, c'était effectivement une solution qui me paraissait l'idéal pour ne plus aller travailler. Et chaque matin, je me disais à quelle sauce on va être mangé. Qu'est-ce que je vais prendre dans la tête aujourd'hui? Qu'est-ce qui va m'arriver? Chantal n'a pas supporté la pression de son patron. Au point que lorsqu'elle arrivait, je me garais devant, là, ici. Elle vérifiait toujours si la voiture du chef était déjà là. Et lui, il se garait où? Ici, devant. Ça vous fait bizarre de retourner ici? Oui, ça me met mal à l'aise, en fait. C'est vrai? Ouais. Vous êtes pas bien là? Non, du tout. Elle n'était pas revenue ici depuis sa démission il y a 8 ans. C'est pas des bons souvenirs? Non, pas vraiment, non. Chantal était assistante commerciale pour cette entreprise qui fabrique des pompes pour les plateformes pétrolières. Elle est aujourd'hui en procès avec son ancien patron, qu'elle accuse de harcèlement. Mais elle n'est pas la seule. 17 autres personnes ont porté plainte pour les mêmes faits. Un petit café? Allez. Ce matin, avec un mécanicien de la boîte et une comptable, ils nous racontent leur version des méthodes expéditives du patron. D'abord, ils nous parlent de mots déplacés et d'insultes. C'était souvent t'es bon à rien, tu vaux rien. Et après avec les petites blagues qui vont bien quoi. De toute façon d'un âne on n'en fera jamais un cheval de course. C'est bon, tu vas finir balayeur. Et les personnes de couleur. Alors là c'est, moi j'ai entendu le mot négro plusieurs fois. Tiens négro, va faire ça.
T'es la dernière des dernières, enfin vous êtes la dernière des dernières, puisqu'ils nous vous voyez. Et puis après, ce travail, c'était tout le temps du t'es un incapable, c'est du travail de merde. La phrase que je me souviens toute ma vie, c'était un jour j'avais des chaussures dans ce style-là, et il dit regarde celle-là, mais des chaussures de petite fille, alors qu'en fait au fond c'est une salope. Sur le coup, j'ai rien dit, en fait j'ai tracé, j'ai fait genre j'ai pas entendu. Et après c'était 2-3 à côté à rigoler. Après, Puis il y a eu les humiliations en public. Il arrivait et il jetait vraiment les dossiers, ça envoyait tout voler sur la table. Ouais, c'était vraiment violent, quoi. C'était avec des insultes derrière, en réunion, avec tout le monde présent, quoi. Et après, c'était petit personnel de se baisser et de ramasser par terre. Un patron qui se disait rigoureux, exigeant, et qui, d'après eux, ne prenait jamais de gants. Ça va s'arrêter ce soir pour certains. Ou alors ce genre de choses. C'est quoi ce bordel? Comment faut-il vous le demander? J'attends. Vous posez des questions sur vos propres compétences. Moi, je sais que j'ai perdu confiance en moi. Leur ex-patron était un autodidacte. Parti de rien, il a monté une entreprise dynamique dans un département pourtant sinistré. Sa fierté, avoir créé une trentaine d'emplois. Vous aimiez votre travail? Oui, bien sûr. Ah oui, c'était passionnant. Tous, je pense que tous, on est unanime à le dire. Tous. Oui, mais ça, je le dis souvent. C'est le travail le plus intéressant qui m'a été donné de faire. Moi, je m'éclatais complètement dans mon travail. En première instance, le tribunal correctionnel a condamné leur ancien patron à 1 an de prison avec sursis et à 15 000 € d'amende pour harcèlement moral sur 12 plaignants. Il a fait appel de cette décision, niant en bloc toutes les accusations portées contre lui. Son comportement et son mode de défense ont étonné jusqu'à cette journaliste. Laure Moisset était présente à l'audience ce jour-là. Et donc on a face à ces employés un chef d'entreprise qui se présente assez sereinement finalement, mais tout en montrant de suite son incompréhension d'être là, à la présidente, et que finalement, quand on lui pose la question, mais pourquoi autant de monde viennent dénoncer les mêmes faits, il répond qu'en fait c'est un complot, ou en tout cas que les gens se sont ligués contre lui pour lui soutirer de l'argent. À plusieurs reprises, nous avons échangé avec lui par mail. Il a refusé de nous accorder une interview. Qu'est-ce que vous cherchez? Mais il nous a répondu par téléphone, sans savoir qu'il était enregistré. À nous aussi, il dit ne pas comprendre ses plaintes et ne voit pas ce qu'il y a de brutal dans son attitude. Ou est-ce qu'il y a des choses que vous feriez autrement? Non, je pense sincèrement que si on n'avait pas mis cette rigueur dans cette entreprise, on ne serait plus là depuis longtemps. Voilà. Alors la rigueur, nous, ça a été constante, parce que nous, on doit être exigeants, d'être collégial, d'être ensemble, d'apprendre. C'est comme ça qu'on apprend. Moi, quand j'étais apprenti, je m'en allais pas à 5 heures. Au revoir. Il n'a pas souhaité non plus que nous interrogions ses salariés. Munis d'une caméra cachée, nous nous sommes quand même rendus à la sortie des bureaux. Bonjour, je suis journaliste, je travaille... Cet homme travaille dans l'entreprise depuis une dizaine d'années. Il gueule, moi, des fois c'est justifié, après il gueule peut-être un peu fort, mais c'est aussi le personnage qui est comme ça, c'est un ancien marin, c'est mon patron, c'est un mec qui est très droit en fait. Qui est très droit et très juste. Peut-être il est un peu, des fois il peut être un peu rustre, un peu dur. Ça les gens ne comprennent pas forcément, mais c'est quelqu'un qui est très carré. Et à chaque fois qu'il m'a gueulé dessus, c'était justifié 10 fois. Vous pensez pas qu'il se conduit comme un petit chef? En même temps, c'est le chef. C'est le chef, c'est lui. Bah, franchement, avec ce qu'il me paye, croyez-moi, il peut nous demander de venir un peu tard le soir ou ça serait me moquer de lui de pas accepter. Dans cette affaire, il y a beaucoup d'aspects qui relèvent du ressenti. Mais à la lecture du dossier, certains chiffres interpellent. C'est un dossier effectivement impressionnant par l'ampleur des plaintes. Moi, j'ai reçu un nombre important de salariés et je peux vous dire que ce n'est que la partie visible de l'iceberg parce que sur la quinzaine de plaignants qui se sont retrouvés devant la juridiction répressive, j'ai peut-être entendu une quarantaine de salariés. L'expertise psychiatrique de ce monsieur, qu'est-ce qu'elle a donné? Le seul terme, moi, qui m'apparaissait frappant dans cette expertise, c'est le terme paranoïa. Souvent, le corollaire du pouvoir et de l'exercice abusif du pouvoir, c'est la paranoïa. Comment le pouvoir agit-il sur notre comportement? Bonjour, bienvenue. Bonjour, merci. Nous sommes allés poser la question à Samuel Bendahan.
Vous avez ici les statuts des 3 fondateurs. Ce chercheur suisse, aujourd'hui élu au Conseil national où il nous reçoit, la grande voûte, travaille depuis une dizaine d'années sur le leadership en entreprise. Ça, c'est là qu'on travaille. Pour l'instant, personne ne travaille parce qu'on est en pause. Et vous qui avez étudié le pouvoir, c'est un peu original quand même de l'exercer à présent. Oui, en même temps, c'est peut-être une bonne chose que des gens qui se méfient du pouvoir essayent de s'y frotter, tout en étant conscients des dangers. Samuel Bendahan fait régulièrement des expériences avec des volontaires qu'il met en condition. Dans une expérience, par exemple, des chercheurs ont demandé à des gens de réfléchir à une situation où ils avaient beaucoup de pouvoir, et d'autres ont dû réfléchir à une situation où ils avaient peu de pouvoir. Et après, ils ont dû tracer un E majuscule sur leur front. Il y avait un stylo, ils devaient tracer un E majuscule. Puis après, on regarde comment le E est. Il y a certaines personnes qui ont tracé le E à l'envers et d'autres à l'endroit. Pourquoi? Parce que si les gens traçaient le E à l'envers pour eux, en fait, il est à l'endroit pour vous. Alors que si je trace le E à l'endroit pour moi, il est à l'envers pour vous. Et on s'est rendu compte que les gens qui ont beaucoup de pouvoir ont écrit le E pour eux. Alors que les gens qui ont pensé à peu de pouvoir ont écrit le E pour les autres. Ça montre aussi le degré de considération que les gens ont les uns pour les autres. En fait, en ayant du pouvoir, on renforce l'ego et on affaiblit notre conscience du bien commun. Si je vous donne la possibilité de voler quelque chose, il y a un billet de 100 € qui traîne par terre et vous dites est-ce que je vais le voler ou pas, ou le rendre à son propriétaire. Il y a quelque chose dans votre tête qui va dire c'est pas bien de prendre cet argent. Si vous avez beaucoup de pouvoir, en fait, ce qu'on a remarqué, c'est que cette petite voix, cette conscience, aura moins de force par rapport à une autre voix intérieure qui dit « j'ai envie de ces 100 francs ». Le risque d'abus de pouvoir, tous les chefs d'entreprise y sont confrontés, surtout quand ils sont seuls aux commandes. Quand Christophe a dépassé les limites avec ses employés, il n'y avait personne pour lui ouvrir les yeux. Le jeune patron avait emprunté 200 000 € pour monter sa boîte. Elle devait marcher, coûte que coûte. Je suis pas un mec violent. Hein. Je suis un mec sans doute assez dur, assez sharp, j'aime bien qu'on soit précis. Je suis un mec dans la performance, et je pense qu'on peut toujours s'améliorer tous. La question du point de vue du boss, c'est de dire, est-ce qu'il est normal qu'on n'y arrive pas du tout? Bah non, c'est pas normal. Et ça peut justifier que quand même, en fait, on secoue un peu l'équipe pour obtenir le résultat. Un jour, Christophe signe un contrat décisif pour la survie de son entreprise. Le projet n'avance pas. Il ne lâche pas son équipe d'une semelle. Les gens qui ont pensé le projet, ils ont fait n'importe quoi. Et ce que je fais, c'est un mauvais comportement, c'est que je commence à faire ce qu'on appelle du micromanagement. En fait, je commence à dire, maintenant, tous les matins, on fait un morning meeting de 15 minutes dans lequel vous m'expliquez tout ce que vous avez fait la veille, où est-ce que vous en êtes, qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui. Il y a des moments où, forcément, ils se rebellent, quoi, en disant, mais laisse-nous travailler. Et moi, je leur dis, parfois en criant, mais quand je te laisse travailler, en fait, tu branles rien. Il te manque une case, c'est pas possible, il te manque une case. Et rien que ça, en fait, si vous le dites avec suffisamment de violence, en fait, c'est très destructeur. Ça vous donne un supplément. Au nom des résultats de sa boîte, Christophe leur met une pression beaucoup trop forte et finit lui-même par basculer. Parce que je dors pas, parce que j'ai peur, parce que j'ai juste envie de les tuer, en fait. J'ai envie de les tuer. Je me suis vu en mode, je le pousse là dans l'escalier, s'il y reste, ce sera un bel accident, quoi. Voilà. Je me détestais. Je me dis, t'es un sale mec, quoi. C'est schizophrénique. Vous avez une personnalité qui est hors d'elle, qui ne se contrôle plus, et vous avez la personnalité qui est à l'intérieur, qui dit, mais qu'est-ce que t'es en train de faire? Il n'existe aucune formation pour apprendre à maîtriser le pouvoir et ses effets pervers. Christophe a fini par se faire soigner par un psy, puis il s'est fait coacher. Stéphanie Roels est une ancienne RH convertie en coach de dirigeants. Des pharmaciens, des cadres, des patrons du CAC 40. Parmi eux, beaucoup sentent qu'ils pourraient déraper. Moi, ce que je constate souvent chez mes clients, c'est qu'ils mettent en opposition bienveillance et autorité. L'opposé de l'autorité, c'est le laxisme. L'opposé de la bienveillance, c'est la malveillance. Et ce qui est certain, c'est qu'un grand leader est bienveillant et autoritaire.
En une dizaine de séances individuelles, elle explique par exemple comment critiquer des employés sans les blesser. Au lieu de dire à quelqu'un, t'es timide, tu t'intéresses pas aux clients, tu te fais dépasser, t'es trop stressé, qui atteint vraiment l'estime de soi de la personne, il est beaucoup plus constructif et bienveillant de décrire qu'est-ce qu'on attend de la personne en situation. Par exemple Par exemple, dans cette situation, dans cette réunion avec les clients, ce que j'attends de toi à l'avenir est que tu regardes les personnes avec le sourire et que tu expliques ton dossier en allant jusqu'au bout, même si on te coupe la parole. Donc il y a des petites règles comme ça de communication, mais qui peuvent faire qu'on passe d'un management plutôt toxique à un management plutôt bienveillant, plutôt constructif. Mais toutes ces règles, quand on est jeune et qu'on débute, on ne les connaît pas. Alors toi tu veux pas te marier, par contre tu t'es associée. Mais c'est pire. Mais oui, c'est vrai. Belinda a commencé à diriger des salariés à seulement 20 ans. Au début, c'était une catastrophe. Le problème quand on est jeune manager sans formation, c'est qu'on a peur que les équipes nous suivent pas. Je pense que c'est une vraie peur. Et du coup, c'est mal géré. Et au lieu de les accompagner pour qu'ils nous suivent et les encourager à nous suivre, au contraire, on va les braquer en leur disant qu'est-ce que tu fais, mais pourquoi, mais où tu vas, c'est maintenant. 10 ans plus tard, elle a changé. Elle a compris que la réussite de son business passait avant tout par le bien-être de ses salariés. Je peux vous demander ce que c'est que ça, le livre. Livre C'est mon cadeau d'arrivée dans l'entreprise. Mon boss est nul, mais je le soigne. Voilà. Je veux dire que de temps en temps, oui, je risque d'être direct ou je risque de pas dire merci au bon moment, mais que je lui dirai plus tard parce que je sais qu'il a bien travaillé, mais que sur le moment, j'ai pas le temps. Malgré la mode du management bienveillant et participatif, les petits chefs continuent de sévir. D'après une étude récente, aujourd'hui en Europe, un salarié sur 10 se sentirait harcelé par son boss. Alors comment éviter ces travers décrits dans cette enquête de Rola Tarsissi? Eh bien on en parle avec vous, Valérie Asselot. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes coach pour manager dans des banques, des assurances, à la Poste et à la SNCF. Alors ici on est dans un espace de coworking, comme on dit, qui s'appelle Nextdoor, où on dit que l'humain est au cœur du business. Alors bon, c'est une formule, mais en enquêtant quand même, Rola Tarsissi, qui vient de réaliser l'enquête que vous venez de voir, nous disait que par opposition, dans certaines entreprises, le pouvoir est tellement codifié que par exemple un employé, il a le droit à un espace de 6 mètres carrés, un manager 12 mètres carrés et un directeur 18 mètres carrés. C'est aussi codifié que ça, le pouvoir ? Alors, c'est aussi codifié que ça l'était, et aujourd'hui, on est en train de revenir positivement vers ce qu'on appelle le flex-office. Le flex-office, c'est l'idée que vous n'avez plus de place, vous n'avez plus qu'un casier pour mettre votre ordinateur, si vous ne le ramenez pas chez vous, votre portable, et puis quelques affaires. Et je connais des entreprises, dans l'assurance notamment, qui ont créé complètement un flex-office où même les patrons n'ont plus de bureau. Un peu comme ce que l'on voit dans la Silicon Valley, par exemple, en Californie. Le patron, il est avec ses employés. Ça, vous dites, c'est plutôt ce qu'il faut faire? Alors, c'est plutôt ce qu'il faut faire dans le sens où il est quand même plus au courant de ce qui se passe dans la boîte. Mais ça suppose que le manager pose un cadre de fonctionnement. Et très souvent, moi, ce que j'observe en entreprise, c'est que la difficulté, elle naît du problème que il n'y a pas des comportements cadrés. Alors bien sûr, c'est facile de dire « Non, mais vous êtes toujours en retard ». Ok, mais quel cadre a été posé en amont? Et ça, c'est une des bases du management. Alors justement, on va faire un petit jeu pour les managers qui nous regardent, qui n'ont peut-être pas envie de commettre les mêmes erreurs que celles qu'on a vues dans leur reportage. Quels sont les 2 ou 3 conseils les plus évidents que vous pourriez donner? Alors le premier conseil, c'est d'avoir de la considération, d'avoir de l'attention, du respect et de l'attention pour les collaborateurs. Donc ça passe par dire bonjour, ça passe par aussi un contact visuel. Quand vous dites bonjour, il y a des managers qui disent bonjour. Non. On regarde dans les yeux déjà. On regarde dans les yeux. Et quand on a plusieurs personnes autour de soi, il faut avoir un eye contact, comme on dit, pour chaque personne. Exactement. C'est une façon de prendre la température, c'est ça? C'est une façon de prendre la température et c'est surtout une façon d'accorder de l'importance. C'est-à-dire que chaque collaborateur est suffisamment important pour que je le regarde. Et surtout, je prends le risque qu'il me regarde de travers,
qu'il m'ignore. Et ça, en fait, c'est ce qui joue dans la considération. Et quand on voit dans votre reportage, un des problèmes qui ressort, c'est que les collaborateurs, s'ils font mal leur job, si leur job leur plaît, c'est aussi parce qu'en fait, ils ont le sentiment de ne pas être importants pour le chef d'entreprise. C'est un manque de considération. Celui qui fait les vitres, si le patron arrive en lui disant « Ah merci, tu as fait du bon boulot », le type, il va faire un super boulot. C'est évident. C'est tout bête. Par exemple, aux États-Unis, j'ai remarqué ça à plusieurs reprises, on commence les réunions parfois par s'applaudir, tout bêtement. Complètement. Vous le conseillez? Alors, peut-être pas à ce point-là, parce que ça ferait un changement de culture tel que ce serait théâtral. Et les Français... Mais dans l'idée. Dans l'idée, oui. Alors, parlons de tout ce qu'il ne faut pas faire. On l'a vu dans le reportage, il y a des choses évidentes, mais il faut les dire. Évidemment, les insultes. Alors déjà, le principe de base, mais avec ses collaborateurs, avec son conjoint, avec ses enfants, on ne s'attaque pas à l'identité de quelqu'un. C'est-à-dire que si votre enfant, et je prends à dessein l'exemple de l'enfant, si votre enfant fait une bêtise ou tape son petit frère, sa petite sœur, évidemment c'est pas bien. Mais on ne va pas dire tu es méchant, parce que tu es méchant, c'est lui coller une étiquette, ou tu es nul dans le boulot, c'est coller une étiquette. Il faut dire ton comportement n'est pas OK, et là j'ai besoin qu'on discute de ça. Et dans le management, c'est exactement la même chose. Alors, dans l'enquête de Rolla, on voit cette série de mails incroyables, les capitales. Ça vous inspire quoi, tout ça? La première chose, c'est du dégoût. Mais bon, après du dégoût, c'est très fort. Mais... Tout ce qu'il ne faut pas faire, c'est les capitales. C'est souligner en rouge. Non, déjà le mail. Déjà le mail. Déjà le mail, parce que si vous avez quelque chose à régler, en fait, le mail, ça correspond à quoi? Ça correspond à une escalade. Alors, évidemment, ces pauvres personnes qui recevaient ces mails, elles n'avaient pas l'opportunité de lui répondre, parce que elles se sont déjà attaquées, donc voilà. J'imagine que... Mais d'une manière générale, on ne règle pas un conflit, on ne règle pas une tension ou une difficulté par mail. Est-ce que vous voyez envoyer un mail à votre femme pour lui dire à quel point vous êtes mécontent de je ne sais quelle chose? Non, on se parle. Pourquoi on se parle? Parce qu'il y a le ton. On se parle parce qu'il y a le regard. Donc on peut avoir un regard gentil et tout en ayant un regard ferme. Avec des propos un peu plus fermes et en faisant passer son message. Absolument. Et avec un regard respectueux et en étant ferme sur ses propos, on va avoir un rapport qui sera complètement différent. De plus en plus de gens, c'est un phénomène qu'on observe évidemment un peu partout, mais bien sûr en France, montent leur entreprise. Oui. Ça veut dire que vous allez avoir de plus en plus de jeunes chefs d'entreprise, pas forcément expérimentés, qui vont devoir se confronter à ça. Alors, la problématique de monter son entreprise et d'investir comme Christophe a pu le faire, c'est que souvent, ils ne s'accordent pas les moyens de se faire accompagner, alors que c'est encore plus nécessaire pour eux parce que la difficulté, c'est la solitude de l'entrepreneur. On parle de la solitude du pouvoir, mais c'est aussi la solitude de l'entrepreneur. Et qu'est-ce qui s'est passé, de mon point de vue, dans ce que vous montrez, c'est qu'il n'avait personne à qui se confier, il l'a dit. Et en fait, il n'avait pas en parlé à sa femme, il avait investi 200 000 €, il ne pouvait pas en parler à ses collaborateurs, il ne pouvait pas en parler à ses amis de peur de perdre face. Donc il a créé un système qui forcément le mettait dans une grande difficulté, dans un grand stress. Il s'est retrouvé coincé parce qu'il était isolé. Absolument. Et dans ces cas-là, ils n'ont absolument jamais le réflexe de dire « je vais me payer un coach parce que ça va m'aider ». Bien, merci Valérie Asselot. J'espère qu'on aura donné quelques conseils intéressants aux managers qui se sentent en danger. Alors, vous parliez d'isolement, de solitude, du sentiment d'impunité aussi. Eh bien, ce sentiment d'impunité est évidemment plus fort lorsque l'on accède à des responsabilités importantes. C'est peut-être ça qui a incité Jean-Vincent Placé à commettre des erreurs. Ça a commencé par une succession de PV impayés, des soirées arrosées ensuite, puis des comportements déplacés. Regardez cette enquête signée Sébastien Lafargue, Yves Le Bacon et Gianni Colo. Champagne, vin rouge, digestif. C'est un dîner bien arrosé qui s'achève ce soir-là dans le très chic 6e arrondissement de Paris. Mais Jean-Vincent Placé, l'ancien secrétaire d'État, n'a pas envie de se coucher. Avec un ami sénateur, il se rend rue Guizarde, au lieu de la vie nocturne. Ce sera la fête de trop. Mathilde Laverde n'était pas là cette nuit d'avril dernier où Jean-Vincent Placé est entré dans son bar.
Mais ses clients et ses employés ne sont pas prêts d'oublier le spectaculaire dérapage de l'ancien politique. Ici, il y a 3 filles et un garçon qui se trouvent ici, les filles assez jeunes, 21 ans. Et donc, Jean-Vincent Placé était là et demande... À votre place ? Exactement, et demande à une de ses filles, est-ce que tu veux danser avec mon ami? Et cette fille répond non, je suis avec mes copains, non, je danse pas. Et il la retient, il lui dit si, je te paye et tu vas danser. Parce que comme elle était retournée de dos avec ses amis, il lui attrape le bras pour la retourner, pour lui dire si, tu vas danser avec mon ami. Le geste est violent, la jeune femme se sent oppressée. Mon portier est arrivé pour lui dire monsieur, faut laisser les jeunes filles tranquilles, etc. Et donc il a dit à monsieur Placé, veuillez sortir. Et c'est à ce moment-là où il a proféré des insultes racistes envers mon portier. Qu'est-ce qu'il a dit exactement? Et il lui dit, on n'est pas au Maghreb ici, je vais te faire, tu sais pas qui je suis. Le ton monte, la police intervient. L'ex-secrétaire d'État est ivre et pas franchement décidé à coopérer avec les forces de l'ordre. Il insulte les fonctionnaires et tente même de leur fausser compagnie. Arrestation. Placé en garde à vue. Le lendemain, il est auditionné. Sur le procès verbal, voici ce qu'on peut lire. Reconnaissez-vous avoir fait état de votre statut en ayant indiqué aux policiers « bande de tocards, vous êtes de la merdouille. Il faut un régime spécial pour me parler. Je ne suis pas n'importe qui. » Je ne vois pas pourquoi j'aurais dit la merdouille. Toutefois, je reconnais l'essentiel de ce qui a été rapporté par vos collègues. La semaine dernière, Jean-Vincent Placé a été condamné à 3 mois de prison avec sursis pour injures racistes, outrage à agent et violence volontaire. Un jugement plutôt clément, selon son avocat. Le tribunal a fait la part des choses. Il n'a pas fait droit aux demandes de certaines des parties civiles qui nous paraissaient assez extravagantes, de même qu'il n'a pas suivi les réquisitions du parquet qui nous semblaient particulièrement sévères, et nous nous en réjouissons. Voilà, ce sera tout. Merci beaucoup. Son client n'a pas donné suite à nos multiples demandes d'interview. Comment Jean-Vincent Placé, personnalité politique respectée, visage incontournable des Verts, a-t-il pu déraper à ce point? C'est l'histoire d'une nuit d'ivresse qui n'en finit pas. L'histoire d'un ambitieux, assoiffé de conquêtes et de sommets, qui n'a pas su s'arrêter. Réussir, c'est l'obsession d'une vie pour cet homme parti de rien. Jean-Vincent Placé a grandi dans un orphelinat de la banlieue de Séoul avant d'être adopté par une famille normande à l'âge de 7 ans. Son nom de naissance, Kwon, signifie pouvoir. Ça ne s'invente pas. Il a gardé de son enfance dans un orphelinat très dur des moments de faim physique. Et cette idée d'avoir faim, ça va être l'illustration de sa vie. Il a faim de tout. C'est un glouton, Jean-Vincent Placé. C'est-à-dire qu'il a faim de bonne chair, il a faim de pouvoir, il a faim de costumes, de signaux de pouvoir, de signes extérieurs qui y est arrivé. Le jeune Français d'adoption se rêve ministre. À peine sorti de la fac, il devient l'attaché parlementaire du député Michel Crépeau, figure des radicaux de gauche. C'est le trajet parfait de l'intégration républicaine. Son héros, c'est Napoléon, c'est l'école française. Et la politique sera un de ses moyens d'intégration. Lorsque son mentor décède d'une crise cardiaque, Jean-Vincent Placé quitte les radicaux de gauche et se tourne vers le parti qui monte à l'époque, les Verts. Nous aurons une candidature verte en primaire dans cette circonscription, qui est une candidature qui n'est pas hostile à la candidature socialiste. Il n'est pas écolo quand il arrive chez les Verts, mais il a envie de se faire reconnaître. Mais ça veut dire qu'il va chez les Verts par opportunisme? Oui, à la fois par opportunisme et puis parce qu'il sent que c'est quelque chose qui peut monter. Yves Contasso est alors un des principaux cadres des Verts. Il voit arriver un jeune homme plein de bagou, avec une stratégie très précise en tête. Il se dit, il y a un coup à faire. Et avec mon savoir-faire, je vais devenir le patron
des Verts et donc je vais avoir un parti à ma disposition. Il constate qu'effectivement le parti est éclaté et donc il va très vite faire en sorte d'agglomérer un certain nombre de personnes en disant faisons alliance pour prendre le pouvoir et donc se répartir les postes. Son plan fonctionne parfaitement grâce à une méthode inédite chez les écolos. Quand il invite des écolos au resto parce qu'il a envie de leur gagner des faveurs, c'est champagne en apéritif. Ils n'ont pas l'habitude de ça, les Verts. Ils ont l'habitude du jus de pomme, ils ont l'habitude du vin bio. Et du coup, ils gagnent un réseau de clients, ou plutôt d'obligés. Ils gagnent la confiance en intérieur et ils gagnent une position qui devient incontournable. C'est l'homme des réseaux. En 2004, Jean-Vincent Placé commence enfin à goûter au pouvoir. Il est élu conseiller régional d'Île-de-France. Je suis satisfait à l'heure à laquelle je parle. Parmi ses attributs, une voiture de fonction. Et déjà, la machine s'emballe. Stationnements interdits, excès de vitesse. Entre 2004 et 2010, il commet 133 infractions routières. L'ardoise s'élève à 18 000 €. Il n'a réglé aucun PV. La faute est là, elle est inexcusable. Je n'essaie pas de l'excuser, je n'essaie même pas de trouver des circonstances atténuantes. C'était une période où, je vais vous dire les choses très sincèrement, j'étais pas bien, j'ai fait un peu n'importe quoi, je crois que ça arrive à tout le monde. Depuis, Jean-Vincent Placé aurait fini par payer le trésor public. Son image est écornée, mais pas de quoi l'arrêter dans sa course au pouvoir. À peine élu sénateur, il prépare déjà la suite. Au cas où on l'aurait oublié, il rappelle haut et fort ses ambitions ministérielles dans un livre au titre on ne peut plus clair, Pourquoi pas moi? Son Graal, il le décroche en 2016. François Hollande le nomme secrétaire d'État chargé de la réforme de l'État et de la simplification. Jean-Vincent Placé est au sommet. L'ivresse va vite le gagner. Devant les caméras, le secrétaire d'État endosse à merveille son nouveau costume. Il travaille sur des dossiers techniques comme la numérisation des services publics. Mais en coulisses, certains commencent à grincer des dents. Une ex-collaboratrice de Jean-Vincent Placé dénonce un train de vie qui n'a, selon elle, rien à voir avec la mission du ministre. Elle n'a pas souhaité être filmée. Il y avait des dépenses d'alcool effarantes. L'intendance se faisait taper sur les doigts par Matignon. C'est à ça que passait la dépense. C'était pour inviter ses potes à bouffer et payer des déplacements dans les endroits où il avait des amis. Jean-Vincent Placé dispose alors d'un confortable budget d'environ 120 000 € par an. Mais certains frais sont retoqués par Matignon, la tutelle du secrétariat d'État. Nous avons contacté Sébastien Gros, chef de cabinet de Manuel Valls, le Premier ministre à l'époque. Il se rappelle avoir dû calmer les ardeurs de Jean-Vincent Placé, notamment ce jour où il a commandé des grands crus et des spiritueux. Je lui ai dit, il y a déjà la cave de Matignon à disposition. On est très bien doté, c'est dans le marché public. T'as pas besoin d'en rajouter en complément. Il m'a répondu, oui mais tu comprends, c'est pas assez bon. Et c'est pas assez. Pourquoi le ministre agit-il avec autant de légèreté? Son ancien camarade des Verts, Yves Contasso, y voit le signe d'une fragilité. Je crois que c'est compliqué. D'abord, il y a eu des changements dans sa vie personnelle. Ça, c'est toujours des éléments un peu compliqués à gérer. Certains très heureux, d'autres plus douloureux. Donc ça, probablement que ça a beaucoup bougé. En tout cas, moi, c'est ce qui m'est revenu. Qu'il a eu quand même des moments extrêmement difficiles. Et donc, sans doute que ça a pesé. Mais pas seulement. Je pense que c'est quelqu'un qui est vraiment fait pour avoir beaucoup de relations. Moi, je ne l'ai jamais vu seul. Je pense que c'est quelqu'un qui, probablement, n'a jamais eu un repas ou un dîner tout seul. Il fallait qu'il ait des gens autour de lui. Il était beaucoup dans le relationnel. De mondanité en soirées arrosées, Jean-Vincent Placé se déconnecte peu à peu de la réalité. Partout, il se taille la réputation d'un ministre noceur et ingérable. Comme ce soir-là, à Bercy, où il perturbe un match de tennis en parlant trop fort. Oh, ça te dérange pas quand je joue un match? Non mais sérieux, c'est les minutes, t'as pas envie de voir, c'est bon.
Ou lors d'une virée en boîte de nuit, où il se montre très tactile avec Nabila, la star de télé-réalité. Il la lâche plus. À cause de ces écarts, le secrétaire d'État finit par être banni de certains établissements, comme ici, chez le très sélect Castel. Vous confirmez qu'il est interdit de séjour chez vous? Oui, comme il était dans plein d'endroits dans le quartier. Il foutait la merde partout. Voilà. La fête sans limite, jusqu'au cœur de l'hémicycle. Ce jour-là, au Sénat, il est question du budget de la France. Jean-Vincent Placé prend la parole au nom du gouvernement. Deuxièmement, le principe du prélèvement de 2015 et 2007 ainsi que ce montant annuel de 160... Passablement éméché. Il ne pourra pas assurer la fin des débats. Il croit que tout lui est permis. Or, il ne se rend plus pas compte qu'il est encore en représentation. Pour lui, c'est représenter la République, c'est un aboutissement, mais ça lui tourne la tête. Et donc, cette quête effrénée du pouvoir, pour lui, c'était sa vraie revanche personnelle. Et quand il est arrivé au bout de ça, il est parti dans le pouvoir, ça donne tous les droits, quoi. Et il n'y a plus de limite, il n'y a plus de résistance possible, puisque j'ai réussi à franchir tous les obstacles. Alors, comment ne pas perdre pied? Comment résister à ce sentiment de toute puissance? Deux ex-ministres nous ont livré leur expérience du pouvoir et du vertige qu'il procure. Vous êtes flatté, vous êtes invité, et parfois vous êtes invité parce que ça fait plaisir à ceux qui vous invitent, mais parfois aussi parce qu'ils espèrent quelque chose en retour. Donc démêler les chevaux des intentions des gens qui sont autour de vous n'est pas du tout quelque chose d'évident. Les gens changent avec vous, une fois que vous êtes ministre. Pourquoi ? Alors, à la fois à cause du respect de la fonction, et puis peut-être par crainte de déplaire, par crainte... J'avais toujours l'impression, quand autour de moi, on me donnait une appréciation sur ce que je faisais, sur mon travail, sur une prestation médiatique, par exemple, je me demandais toujours, est-ce qu'ils disent la vérité ou est-ce qu'ils me ménagent? Si on n'a pas ça en tête, eh bien, on se fait prendre dans une espèce d'autosatisfaction permanente, dans un narcissisme qui, à un moment donné, amène inéluctablement à faire des sottises. Le manque de recul, l'absence de garde-fou, c'est peut-être ce qui a précipité la chute de Jean-Vincent Placé. Une de ses ex-collaboratrices nous a raconté un dérapage dont elle se dit victime à Rome. Son récit est édifiant. 14 juillet 2016, dans les jardins de l'ambassade de France, c'est le faste des grands soirs. Jean-Vincent Placé vient célébrer la fête nationale avec le sénateur François Zocchetto. Viva l'Italia, viva la Francia, viva l'amicizia italo-française. Après le cocktail, dîner en ville. Selon l'ex-collaboratrice, François Zocchetto et Jean-Vincent Placé profitent pleinement de leur soirée quand vers 23 h, la jeune femme et l'officier de sécurité changent de mine. Ils viennent d'apprendre qu'une attaque terroriste est en cours à Nice. Les deux employés du ministre suggèrent de rentrer à l'ambassade, mais Jean-Vincent Placé n'a pas l'intention d'écourter sa soirée. 1 h du matin, il trinque au champagne avec François Zocchetto dans un salon de l'ambassade. Le secrétaire d'État donne l'ordre à son officier de sécurité d'aller chercher la jeune collaboratrice dans sa chambre. Voici son témoignage. Ce n'est pas sa voix que vous allez entendre. Elle a souhaité rester anonyme. Ils me disent « Assieds-toi sur le canapé avec nous ». Je refuse. Je m'installe sur le fauteuil en face. Jean-Vincent me dit « Tu vas danser avec lui ». Puis il sort son portable, il met la musique de la boum et il insiste pour que je danse avec Zocchetto. C'est un moment horrible de dégoût. Il y a ce truc, comme un droit de cuissage, du style « Vas-y, c'est ma collaboratrice, je te la prête ». C'était répugnant.
Ce récit nous a été confirmé point par point par un témoin présent ce jour-là. À nouveau, nous avons tenté de contacter Jean-Vincent Placé. Silence radio. Depuis son dernier dérapage dans le bar du 6e arrondissement, le retraité de la vie politique n'a donné qu'une seule interview à Paris Match. Il y confie son mal-être. J'ai réalisé que dans les derniers mois, j'avais bu excessivement en diverses circonstances. Il y a eu des excès, de l'alcoolisme. J'assume le mot. Au printemps dernier, Jean-Vincent Placé a commencé une thérapie pour en finir avec son addiction. Voilà pour cette enquête de Sébastien Lafargue. Et on est de retour ici, place de la Contrescarpe, avec vous. Sophie Cadalen, vous êtes psychanalyste. Merci d'avoir répondu à cette invitation. Alors on va parler de pouvoir évidemment et d'ambition, parce que vous avez écrit ce livre, La belle ambition. Au vu des reportages de ce soir, on se dit que finalement les erreurs, elles sont un peu inéluctables lorsque l'on arrive au pouvoir. Vous êtes de cet avis ou pas? Oui, elles sont inéluctables parce qu'elles sont humaines. Alors est-ce que ça veut dire aussi qu'on n'est pas forcément tous armés pour diriger, pour encadrer? Ou est-ce que vous diriez que c'est dans la nature humaine? C'est-à-dire qu'à partir du moment où on encadre, à un moment donné, on va sortir de la ligne a priori fixée? En tout cas, c'est compliqué, effectivement, de gouverner. D'ailleurs, c'était Freud qui disait que gouverner, psychanalyser, éduquer étaient les fonctions impossibles à tenir. D'accord. Mais pourquoi on est là? La motivation va être à interroger. Et si on est là pour pouvoir faire quelque chose, s'il y a une intention qui est au-delà du pouvoir, c'est pas le pouvoir pour le pouvoir, il y a un projet, il y a une idée à faire grandir, à mener à bien en politique par exemple, oui, on va tâtonner, on va ajuster, mais il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Il y a des tas de gens qui le font très bien. C'est la différence entre ceux qui ne tiennent pas compte de l'autre en face, qui ramènent tout à leur idée, à leur imaginaire du comment ça doit marcher, et ceux qui composent avec l'entour. C'est ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est aussi l'image qu'on renvoie soi-même qui joue dans l'exercice du pouvoir. Et donc, il est aussi évidemment question d'ego. Est-ce que vous diriez que le pouvoir renforce forcément l'ego? Alors plus il est renforcé, plus il est fragilisé, l'ego. Et plus il est renforcé, plus on est éventuellement sujet à commettre des erreurs? Ah bah oui, plus il est renforcé, plus il est à maintenir, plus il est à préserver, et plus il est susceptible justement de s'effriter, cet ego. Alors je sais qu'il y a le secret, mais j'imagine que dans votre cabinet, vous avez dû en rencontrer des ambitieux à un moment donné. Ils vous parlent de ça, de cette difficulté-là à exercer le pouvoir et parfois à commettre des erreurs, à savoir qu'on les commet, mais... Oui, on y va. Il y a la difficulté quand on est au pouvoir à effectivement l'incarner bien, le porter bien. On a envie d'être aimé aussi quand on est au pouvoir. On a peut-être plus envie que les autres encore d'être aimé, même si on fait tout. Donner l'exemple aussi, il y a cette idée-là. Donner l'exemple, qui n'est pas toujours d'ailleurs la bonne voie. On n'est pas forcément là pour être un modèle, on est là pour accompagner, pour aussi, j'aime bien cette expression, qui même me suivent. Les bons chefs, on les aime, on les suit. Et on ne les aime pas forcément de manière tendre et affectueuse, mais ils sont convaincants. Mais j'ai aussi beaucoup plus de gens en fait sur le divan qui se sentent une propension à une certaine ambition, au pouvoir, et qui n'osent pas laisser parler ça. Ah oui? Avec l'idée que si je me laisse aller à mon ambition, ce serait n'importe quoi et je ferais n'importe quoi. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui en sont parfaitement conscients et qui peut-être freinent leurs ambitions? Oui, il y a beaucoup de gens qui freinent leurs ambitions. Or, voilà, le pouvoir en soi, c'est pas mal. Ouais. On a tous des fonctions, on a tous une place à occuper. Et on a tous nos fragilités. Est-ce que les femmes sont meilleures au pouvoir? Non, je crois pas. Non. Et je crois que ça participe d'ailleurs de l'égalité que d'arrêter avec ceux meilleurs selon un sexe ou un autre. Non. C'est pas lié à la testostérone quand même à un moment donné C'est lié à une forme de jouissance. D'accord. Mais une femme aussi peut jouir d'être au pouvoir. Et elle peut aussi abuser de cette position de pouvoir. Et elle peut aussi se sentir, peut-être plus qu'un homme, illégitime. On est encore, voilà, nous les femmes, dans une position un petit peu encore fragile. Ce côté, j'ai besoin de le prouver peut-être. Voilà, exactement. Et qui peut aussi dégénérer en abus de pouvoir, justement. Et alors, est-ce que vous diriez qu'il y a une forme d'addiction au pouvoir pour certains? C'est quelque chose qu'on peut ressentir parfois, non? Oui. On est important, on est considéré, on a des privilèges, le sentiment d'avoir des responsabilités, voilà, nous grandit. C'est une reconnaissance sociale, évidemment. Exactement. Oui, il peut y avoir une addiction de laquelle il faut se méfier absolument. Et la question, qu'est-ce que je fais là?
et pourquoi j'y suis est extrêmement importante et participe de l'équilibre de ces personnes. Ces petits chefs que vous recevez dans votre cabinet, vous faites comment pour les soigner? Il y a une recette miracle? Déjà, s'ils viennent me voir, c'est Oui. qu'ils ont pris conscience que quelque chose n'allait pas dans leur façon de fonctionner. Et puis souvent, cet abus de pouvoir participe aussi d'une peur à l'origine. On a tellement peur de perdre le pouvoir De pas être bon. qu'on ne pas être bon, qu'on va l'assurer, qu'on va le marteler, qu'on va le... Quitte à en faire trop. Quitte à en faire trop et quitte à mal recevoir effectivement ce que l'on croit être de la désobéissance et qui n'ont peut-être une non-compréhension de l'autre, un réajustement nécessaire. Merci infiniment en tous les cas Sophie Cadalen d'être venue nous voir dans ces fauteuils